bonjour à tous. Eh bien, ça y est, c'est parti pour cette édition du 4 mai. Nous sommes en 2023 et on va recevoir dans un instant Madame Mouna Edouardville du Jeudi. Bonjour. Bien, bonjour, Mrs. André. Elle n'est pas seule, elle sera accompagnée d'une personne qu'on connaît à peine, mais enfin on la découvre. Je crois qu'elle s'appelle Isabelle Faye. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc Isabelle Faye sera avec nous. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. Il est prévu aussi Karine Laurent pour parler de cette manifestation qui se fait le 6 mai aux Abîmes avec un certain nombre d'auteurs. On en parlera. Elle est chef du service de lecture publique à la ville des Abîmes. Et puis ensuite, on aura un débat, un grand débat même, mais après, on débat pas en combat. Femmes contre Nom, l'amour ou la guerre, c'est une initiative de Barbara avec toute une série de personnes. On va les présenter un peu plus tard. Et puis on va terminer. Alors il y a Stécie et Michel, il y a Anne Gaël Lubino et Jean-Claude Toquin. Et on verra cette histoire de Femmes et Hommes, l'amour, la guerre, qu'est-ce qui se passe? C'est un débat que la coach professionnelle Barbara a voulu initier. Et puis plus tard, on finira avec la rubrique, la chronique juridique comme chaque jeudi. Sinon, l'actualité, vous avez dû le savoir, le licenciement de Gilbert Pinsmaille a été prononcé par la direction de France Télévisions. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette affaire et savoir exactement tout ce qui s'est passé, puisque, vous savez, il y a eu toute une campagne médiatique autour de cette affaire. Et, semble-t-il, Gilbert Pinsmaille ne sera peut-être pas le seul à être licencié, puisqu'un autre journaliste, je crois que sera aussi sur la sellette. Mais nous aurons l'occasion de revenir en détail, en tout cas. Autrement, la mobilisation journée d'essai contre la suppression des postes, Michel Depape était sur place. Le déplacement de la rectrice à l'école élémentaire de Morne-à-l'Eau, avec une thématique, notre école, faisons-la ensemble. Charlie Dagonia est parti là-bas. On nous voit son reportage. Nous parlons aussi de la sécurité ou de l'insécurité. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de violence dans notre pays en ce moment, mais pas seulement en Guadeloupe, mais partout. Qu'est-ce qui se passe? Et puis hier, nous avions ce reportage sur Pierre-Édouard Décimus, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Pouzotte, sur Kassav, l'histoire de Kassav, un ouvrage qui depuis longtemps était dans les tuyaux, comme on dit. Il finit pas sorti. Et donc on parlera avec Pierre-Édouard Décimus. Voilà un petit peu le sommaire. On vous remercie d'être avec nous tous les jours dans le ZCL et surtout le jeudi quand Madame Mouna Edouardville est là. Et Madame Mouna Edouardville est là aussi parce que, vous le savez, le gouvernement français vient de... je ne sais même pas si on peut dire effacer la loi du 5 août 2021. On va parler avec Isabelle tout à l'heure. Et donc, les soignants, peut-être, seront-ils vraiment réintégrés? Dans quelles conditions? Question. Mouna, à toi. Bien bonjour, Mrs. Andronis. Bien bonjour, Pep Guadeloupe. En cas de merci déjà, Mrs. Andronis, parce que depuis on en est où est nous, puisqu'on en est, ou qu'à permettre nous de parler dans une émission qui coûtait, une émission que Guadeloupéen a gardée. Qui coûtait et qui gardait. Et qui gardait, il faut ni l'aider. Et ça était important d'avoir, ça toujours important d'avoir les résistants à l'obligation dite vaccinale ou les résistants à la loi du 5 août 2021. Ils n'ont pas tenu la parole facile. Ils ont vu tout ça nous subit comme atrocité, qu'on gaz lacrymogène, qu'on panie l'argent pour vivre. Pour boire et manger. Pour boire et manger, mais pour vivre tout simplement, pour ces timounan nous peut faire les tidaillots. Et donc, qui c'est devant l'hôpital là, assez bic à résistance à l'hôpital là, qui c'est devant l'hôpital Bastet, qui c'est devant clinique choisie, qui c'est tout côté dans toute l'institution et qui c'est en cabinet parce que voilà ça, quand vous dites ça encore, il a concerné tous les professionnels à la santé, y compris les pompiers, y compris le domaine médico-social, tous ces mondes-là, ça, eh bien, nous toujours chamboulé, vie en nous, ils ont essayé d'arrêter vie en nous, et nous continuer, et grâce à des médias comme vous, comme Média 97.1, il y avait Michael Plocost, il y avait Radio Tambour, il y avait MyTV Caraïbes, il y avait aussi Radio Sofaya, il y avait la société civile, les artistes, un paquet d'artistes,
même les mondes dans la mode, puisque nous ni Kemeroud, c'est les grands créateurs qui étaient avec nous et qui toujours avec nous. Des politiques aussi qui manifestaient, même si ils manifestaient tardivement ou bien ils n'ont pas fait, avaient suffisamment de détermination quand j'en ai vu que ils ont fait. Mais en tout cas, Guadeloupéens pas été Kassibi. Guadeloupéens mettaient en marche, mettaient en mouvement. Et le collectif, en Woody, le collectif des organisations en lit, Rouleau, bravo, merci, en l'eau. Parce que si pas ni force là, ça, depuis le départ, et qui commençait, force là, ça a commencé à arriver avant même loi du 5 août 2021, parce que mobilisation commençait par rapport au pass sanitaire, soi-disant pass sanitaire, il commençait donc depuis le mois de juillet 2021. Là, nous en mai 2023, qui a fait pratiquement dès l'année, que nous avons goumé pour dignité, pour justice et vérité. Et vérité, là, il commençait à sortir, il y a un moment qui a sorti. Et abrogation de loi là qui pour passer, parce que pour l'instant, c'est mon faille, c'est juriste qui a expliqué nous ça, mais c'est en première étape. C'est vrai que nous peut dire quand même que c'est en première victoire. Même si peut-être que yo déjà prévoit que ça fait comme ça dans le calendrier là ça, mais quand même ça qu'a dit que nous tenions raison résister et nous te savons depuis le départ il était debout et nous te savons que nous savons toujours que nous n'y raison, mais combat derrière pour communier. Alors, moi, Isabelle Faye, en content que ou accepter l'invitation moins à la dernière minute, parce que l'actualité là, t'es brûlant. Oui. Et encore rappeler tout le monde Guadeloupe que moi, Isabelle Faye, depuis le départ, les Végaoulés, il y avait nous, il y avait les soignants. En cas de première réunion là où tu es là, pour les soignants résistants et en particulier les libéraux. Et ou pas rien qui parlait ou marquer, parce que faut marquer, faut laisser des traces. Absolument. C'est très important et ça c'est un bel exemple, grand bonheur. Et donc l'IVAI, obligation vaccinale, la résistance en marche, avait drapeau en nous là qui va derrière là. Le petit signe subtil, il est important. Ça fait débat. Oui, ça fait débat. Alors comment on l'a parole? Ça fait débat, mais je pense que de toutes les façons, c'est une aventure qui nous a permis aussi de prendre conscience de ce que l'État, effectivement protecteur peut-être et garant de certaines libertés fondamentales, mais ces libertés fondamentales peuvent être bafouées à n'importe quel moment. Et on doit savoir que nous avons aujourd'hui pour obligation aussi de réfléchir aussi à individuellement comment protéger ses libertés et ses droits. Parce que finalement, le droit, il bouge. Le droit, il est au fait de l'actualité, si je puis dire. Et surtout, le droit, il y a des réformes, il y a de la jurisprudence, des choses qui font que finalement, ce n'est pas une science tout à fait exacte, et c'est une science qui bouge. Mais qui nécessite aussi que lorsqu'elle bouge, il y ait des personnes qui soient là pour la commenter. Pour commenter des lois qui sont promulguées, qui parfois peut être très étonnantes. Et dans ce dossier, c'est ce cas. C'est le cas. Le cas de ce dossier, c'est cette loi qui, dès le départ, en tout cas, pour certains juristes, pour certains avocats, nous ont alertés parce que il y a des mesures qui étaient prises dans cette loi qui étaient contraires aux libertés fondamentales et surtout contraires à des applications en termes du droit du travail. Lorsqu'on regarde qu'une suspension qui perdure dans le temps, alors qu'on sait que le droit positif ne permet pas que la suspension soit aussi longue, ou en tout cas, elle soit circonscrite dans un domaine particulier, on suspend, mais d'abord, les raisons de la suspension doivent être claires et non équivoques. Et dans ce cas-là, elle n'était pas toujours claire. Il y a des personnes qui ont été suspendues alors que finalement, ces suspensions-là ne respectaient pas forcément l'ordre établi par l'État lui-même, c'est-à-dire convoquer le salarié, voir avec lui des mesures d'aménager éventuellement ces suspensions au lieu de les appliquer directement. Donc la loi elle-même n'a pas été respectée. Lui notifier sa suspension en bonne et due forme. Regardez s'il n'y avait pas une rétroactivité au niveau de l'application de la loi. Enfin, il y a eu un tas
de dysfonctionnement qui aujourd'hui finalement perdure dans le temps, parce que ça fait 18 mois aujourd'hui que vous êtes suspendus, que ce soit les libéraux ou les salariés, et que la loi n'a plus de raison d'être. Et c'est là que cette abrogation-là intervient. C'est que finalement, l'État est confronté à ce problème lié à cette loi qui n'a aucune raison d'être. On parlait d'urgence sanitaire, l'urgence n'est plus. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps, alors que cette loi a été prise justement pour encadrer cette urgence sanitaire qui n'est plus là, qui n'est plus en tout cas d'actualité. Donc il était plus opportun, enfin, il aurait été beaucoup plus opportun de parler de cette abrogation bien avant. Mais bon, c'est pas grave, moi, on est en train de rentrer dans le débat. Le Parlement, juste l'Assemblée nationale, effectivement, a voté, donc, enfin, a examiné cette loi et accepté donc cette abrogation. On attend maintenant la décision, l'examen du Sénat, mais toujours est-il que le plus important sera les conséquences de cette abrogation-là. Oui, Là, il faut qu'on en juste parle. poser une question, Isabelle. Alors, l'abrogation, ça signifie que la loi, elle est définitivement hors sujet. C'est ça. Au niveau de son application, ou bien il y a encore, j'ai envie de dire, une faille? Il y a une petite faille. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Il y a une petite faille. Pourquoi? Parce que c'est pas synonyme, hein, annulation, abrogation. Parce que l'annulation voudrait dire que ça n'a plus d'effet dans le passé et dans le futur. Ça veut dire qu'on pourrait retrouver ses droits sur tout ce qui a été, donc, les conséquences avant que la loi ne soit appliquée, ou en tout cas ne soit imposée aux salariés ou aux professionnels libéraux. Mais là, dans ce cas-là, l'abrogation, c'est pour l'avenir. D'accord. Ça n'a plus d'effet pour l'avenir. Pour l'avenir. Voilà, maintenant c'est à nous de déterminer. Oui, ça n'a plus d'effet pour l'avenir, mais maintenant il y a des préjudices qui ont été supportés par l'ensemble des salariés et de ces libéraux. La difficulté qu'il y aura dans les dossiers, ce sera de pouvoir justement établir ces préjudices-là. Est-ce que l'État aura le courage, finalement, de dire que le préjudice, effectivement, il ne peut pas être global, parce qu'un préjudice, il est personnel, mais par contre, je pense qu'il faudrait peut-être voir des associations, créer des associations qui ont le droit d'ester en justice aussi. D'ester en justice pour des causes communes. Donc, c'est pas terminé. Hein. Je voudrais dire que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le deuxième round. Voilà, c'est le plus important. C'est là où on va pouvoir justement réparer le préjudice, qui soit moral, financier. Financier, ça c'est établi. Moral également, parce que vous avez une profession, on a une activité, et on est laissé au banc de la société pendant des mois. Et il y a des patients qui n'ont plus accès aux soins. Exactement. Donc il y a un préjudice sociétal qui est énorme. Avec une perte de chance, carrément, pour la vie. Cette loi du 5 août, effectivement, est une loi caduque. On a dit depuis le départ une loi inhumaine, et qui a trouvé sa substance et son essence dans l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire ayant autorisé l'autorisation de mise sur, ne l'oublions pas, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de ces nouveaux médicaments, parce que on a compris que en réalité, ça n'était pas réellement des vaccins, mais des nouveaux produits de biotechnologie, et qui ont été expérimentés dans le cas de figure de la pandémie, mais avec l'aval du contexte d'urgence sanitaire. Et cette urgence sanitaire leur permettait donc de faire la propagande de la diffusion de ce produit, qui n'avait pas encore, et qui n'a toujours pas encore obtenu, donc, l'autorisation de mise sur le marché définitive. Tant qu'on était sur le chapeau de l'urgence sanitaire, ils excusaient ça. C'est urgent, donc on peut encore mettre en place, on peut faire diffuser des produits qui ont une AMM conditionnelle. À partir du moment où il n'y a plus le chapeau d'urgence sanitaire, ce qu'il y a depuis plus d'1 an, et que la loi est abrogée, donc on reconnaît qu'on n'est vraiment plus dans l'urgence sanitaire, c'est vrai que ça met à nu tout le process qui a été employé pour pouvoir aboutir à la commercialisation et à la propagande sur ces produits de nouvelle génération, cette nouvelle biotechnologie. Il faut qu'on salue le courage des 2 députés guyanais, Jean-Victor Castor et David
David Riemann, qui donc ont porté cette loi. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle est portée par des députés dits de l'outre-mer, même si je n'aime pas ce terme-là. On va dire exactement, donc des dernières colonies. Donc c'est intéressant parce que le mouvement a été très fort grâce aux dernières colonies. Et l'abrogation de la loi est encore portée par des élus des dernières colonies, dont la Guyane. Oui. Donc tout ça est très symbolique et il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ça doit demander des débats pour disserter sur notre, entre guillemets, comportation vis-à-vis de cette loi qui est parfaitement inhumaine. Alors, il y a quand même une question qui va se poser, c'est non seulement la question des, j'ai envie de dire, des dédommagements pour les gens, puisque visiblement, dans l'abrogation, rien n'est prévu pour ça. Rien. Il y a des amendements pris par le FN, mais qui ont été rejetés finalement. Oui. Et puis, moi je dis, j'insiste sur le fait que le plus important ici, ce sera de pouvoir déterminer les conséquences de cette abrogation sur le plan de l'indemnisation des personnes qui ont été victimes de cette loi, qui a été appliquée pendant un délai, disons, hors norme pour moi, et surtout de voir quelles étaient les failles finalement, les failles dans ces dossiers-là, et surtout sur le plan juridique, sur le plan juridique, de regarder ce que l'État, enfin en tout cas pas l'État, en tout cas l'employeur, dans certains cas, aussi le pouvoir public dans d'autres, regarder qu'est-ce qui finalement permet que ces salariés-là ou ces personnes, ce personnel libéral, enfin ces professions libérales puissent être indemnisés de leurs préjudices. Parce que la loi n'a pas toujours été appliquée correctement. Et bien là, maintenant, c'est vraiment pouvoir déblayer tout ça. Parce qu'en fait, on était dans une lutte. Et cette lutte-là, en fait, finalement, nous empêchait d'aller dans le concret, dans ce qui est lié à l'application de la loi, les dysfonctionnements et tout ça. Aujourd'hui, c'est vers là qu'il faut aller, puisqu'on parle maintenant d'abrogation. Et on voit bien qu'il y a aussi l'opinion publique qui commence à se soulever en disant que ce n'est pas normal. Voilà, le délai de ces suspensions qui a perduré dans le temps, en fait. Ouais. Oui. Alors, je fais juste une petite incise vers Madame Karine Laurent, qui vient d'arriver. Et comme Isabelle, vous avez un ouvrage. Oui. Je vous signale que vendredi 6, Madame Karine Laurent, qui est chef, j'ai envie de dire, chef de l'action publique au niveau de la lecture aux abîmes, a invité tous les auteurs guadeloupéens à être le 6 aux abîmes. Alors, je ne sais pas si elle vous a invité, mais s'il n'est pas trop tard, elle va rattraper le coup. Elle va le rattraper. Alors, bonjour Madame Laurent. Alors, comment ça va se passer cette opération ? Bonjour Monsieur Zandronis. Alors, tout d'abord, je vais porter un petit rectificatif. Vous avez dit vendredi 6. C'est samedi. Donc, c'est samedi 6. Samedi 6, pardon. Voilà, samedi pour qu'on soit bien sûr. Donc, voilà, tout à fait. Donc, c'est le samedi 6. Oui. Donc, juste pour expliquer un petit peu la jeunesse de ce Salon des auteurs. Oui. Donc, on peut parler désormais du traditionnel Mai des mémoires de la ville des Abîmes. Oui. Et cette année, nous avons souhaité débuter ce programme de commémoration avec le Salon des auteurs. Donc voilà, comment ça va se passer. Oui. Donc des séances de dédicaces, des échanges et des tables rondes avec les auteurs. Tous les auteurs ont été invités, sauf Madame Faye. Alors ça y est, on vient. Elle m'a prise en défaut, mais ça y est, je viens. Voilà. Vous m'avez prise en défaut. Brûlant d'actualité. Voilà. Donc c'est très bien que je sois invitée aujourd'hui pour parler du salon et qu'elle soit à mes côtés. Voilà. En plus, la thématique nous intéresse fortement. Voilà, totalement. Je ne sais pas si elle aura assez de j'ai failli, et je ne connais pas malheureusement tous les ouvrages qui sont sortis. Donc on a contacté effectivement des maisons d'édition, toutes les maisons d'édition de la place, et après on a effectivement un catalogue de Est-ce que les maisons d'édition fonctionnent bien ?
Comment est-ce qu'elle fonctionne bien? Je pose la question. Vous savez. Alors c'est à elle qu'il faut le demander. Non, très bien. Moi, j'ai voilà. aucune. Non, sur la Guadeloupe, les maisons d'édition fonctionnent très bien. On a pu sortir ce livre-là assez rapidement au moment où les choses n'étaient pas faciles pour nous. Donc non. Avec quelle maison d'édition? Nestor, les éditions Nestor. Et ça fait quand même un an maintenant que le livre est sorti. Ah oui, il est sorti en mars l'année dernière, c'est ça? C'est vrai qu'un réel plaisir de pouvoir venir à l'occasion. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est avec un réel plaisir qu'on va vous accueillir. Très bien. Donc on verra toutes les modalités tout à l'heure. D'accord. Voilà. Madame Laurent, Oui, mais j'espère que non. J'espère que non. Ah ben, continuez. Je viens de recevoir cet ouvrage de M. Sébastien Matou Parsad, Le Chant des Fourmagers, son premier roman. Si vous venez de le recevoir, ça veut dire vous me l'offrez, c'est ça? Donc c'est très bien. Parce que je dois l'inviter pour en parler. Non, enfin, je rigole. Non, ça vient de sortir. Voilà. Alors, on m'attend. D'accord. Bon, il y a des ouvrages qui sortent un peu partout. Les Guadeloupéens écrivent beaucoup en ce moment. C'est vrai. Depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et donc, les auteurs sont invités, ceux qui vous écoutent, même s'ils n'ont pas reçu le petit mot, ils peuvent venir. Alors, il y a le numéro de téléphone en bas du visuel. Du visuel, oui. Et là, on a effectivement parlé des personnes qui étaient éditées ici, chez Nestor, Jazor, Negmaron, bien Roots Éditions. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui s'auto-éditent. Oui, et ces personnes ont été invitées aussi. Des personnes chez l'Harmattan aussi. Donc, on a essayé d'inviter le maximum de personnes. Après cette année, c'est la première édition, donc je pense que la deuxième édition sera bien plus fastueuse, avec plus d'auteurs. En tout cas, l'objectif précis, c'est de donner la visibilité aux auteurs et surtout à leurs ouvrages. Parce que ce sont des personnes qui essaient de nous transmettre quelque chose. Et notre objectif premier, c'est ça, leur visibilité. Alors, les auteurs qui viennent déjà à la télévision n'ont pas besoin de visibilité. Alors, vous n'en avez pas besoin? Oui, je pense donc que voilà. C'est important. Voilà. Bon, alors c'est très important parce que là, effectivement, elle est en face du public, donc en face, côté caméra. Oui. Par contre, l'objectif de ce salon, ce sont les échanges. Donc, on aura des tables rondes, des échanges et des séances de dédicaces. Et là, je pense que vous serez plus proche de votre public. Bon, c'est une bonne initiative. En toute façon, on la salue. C'est pourquoi on vous a invité à la dernière minute. Je vous remercie en tout cas. Très rapidement. Je vais laisser Mona terminer. On reviendra vers vous. Juste combien de minutes il nous reste pour terminer? Il nous reste 1 minute, mesdames. Bon, alors venez Mona, au Salon des auteurs. Et puis on va lui donner la parole pour finir. Non, la question que je posais, c'est il y aura une négociation. Est-ce qu'il y aura une négociation? Oui, il y aura. Isabelle Faye l'a très bien dit. Elle a parlé du cas par cas. Il y aura forcément des négociations au cas par cas. Il faut, pour bien valider l'abrogation de la loi, attendre quand même la navette entre le Sénat et le retour à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même une force pour pouvoir aller négocier. Ce qui est déjà prévu, parce que le décret va sortir, d'accord, pour préciser les conditions de réintégration. Ce qui est déjà sorti, la circulaire qui est déjà sortie n'augure rien de bon dans leur intention, puisqu'ils ont clairement dit pas d'indemnisation, pas de droit à l'avancement, pas de droit au congé pendant toute la période où était la suspension. Donc la loi, l'abrogation de la loi devra tenir compte de ça lorsqu'elle va revenir à l'Assemblée nationale pour évidemment s'adapter au décret qui va sortir dans très peu de temps. Donc pour l'instant, ce serait a priori réintégration, retour à ces postes, mais sans indemnisation. Donc la deuxième manche commence maintenant avec l'assurance, de toute façon, que depuis le départ, nous avions raison. On vous reverra le jeudi ici ou pas? Mais ça dépend. Ça va dépendre de vous, messieurs les entreprises. Mais bien sûr que si, parce que c'est là, faisons voir qui j'en progresser. D'accord. Normalement, nous ne pouvons pas continuer, Jean, nous t'ai fait avant. Donc, la coup santé, c'est ça, c'est l'esprit ou pas qu'arrêter en l'esprit comme ça. D'accord. Donc, c'est l'esprit qui a volé, qui a continué. Un dernier mot, Karine? Alors, un dernier mot, déjà tout à fait d'accord avec cette lutte. Et le dernier mot pour le Salon des auteurs, le samedi 6 mai au Palais de la Culture de la ville des Abîmes. À partir de 9h, c'est de 9 à 18h. Merci. Merci, mesdames. Merci, Mme Faye. C'est la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour un petit peu d'infos et puis après à la rencontre de soir, le débat Femmes contre l'homme, c'est la guerre ou l'amour. C'est un débat organisé par Barbara. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h10. On va commencer dans un instant le débat avec Barbara Montpierre. Barbara Montpierre qui est notre coach
officielle, puisque chaque mardi, elle est ici. Aujourd'hui, c'est jeudi. Barbara, bonjour. Bonjour. Et elle a pris un sujet qui va intéresser tout le monde, puisque l'amour ou la guerre entre femmes et hommes, c'est quelque chose qui se pose souvent, parce qu'on sait que les violences conjugales, quelquefois, sont particulières et particulièrement nombreuses ici. Et l'un des problèmes, c'est le problème de la monoparentalité en Guadeloupe, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des enfants et qui n'ont pas de papa, entre guillemets, enfin, qui n'ont pas de papa. Papa là, papa Dont le papa est absent. Mais le papa est là. Bref, on va parler de tout ça. Et elle a ses invités. Je vais rapidement les présenter. Et puis après, alors, on va commencer par Anne-Gaëlle Lubineau. Elle est gérante d'un établissement qu'on connaît bien, le Café Papier, et il paraît qu'elle est une grande bavarde. Donc, mais elle adore les échanges et les débats. STC et Michel sont là. Ce sont des formateurs, d'entrepreneurs et des conférenciers. Les coachs aussi, certifiés en PNL. C'est très important, créateur de contenu sur les réseaux sociaux et social manager. Jean-Claude Toquin qui était avec nous l'autre jour et on lui avait dit qu'on souhaite qu'il revienne, mais ça y est, systémicien, spécialiste de la famille, expert en relations interpersonnelles et interprofessionnelles, très important. Et bien sûr, Barbara, rebonjour, vas-y, c'est toi qui présentes. Rebonjour Danick, rebonjour à toutes et à tous. Merci, chers invités. Voilà, donc le jour est arrivé, comme on l'avait déjà annoncé depuis plusieurs semaines, même mois presque, qu'on allait faire ce débat. Sujet sensible, c'est vrai que les relations sentimentales, bon alors de manière générale à l'échelle mondiale, voilà, il y a quand même quelques dysfonctionnements, mais on va faire un focus sur les îles et plus particulièrement en Guadeloupe. Personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes de remontées de femmes, quelque peu d'hommes. Alors on a vu la dernière fois avec Jean-Claude que les femmes avaient plus de facilité à s'exprimer sur la question des émotions et des sentiments, et que les hommes étaient plus dans la retenue. Voilà, pourtant nous vivons aussi tous les deux des émotions. Alors l'idée c'était d'arriver à échanger avec, on a dit la grande bavarde Anne-Gaëlle, et clin d'œil au Café Papier puisqu'elle nous offre une collation aujourd'hui. Elle parlera de son établissement rapidement tout à l'heure. Et puis avec les autres professionnels qui nous accompagnent, Jean-Claude avec lequel on a commencé à initier le sujet, mais il faudra bien plus que 40 minutes pour en parler. Je pense que c'est le début de plein de choses. Et puis émissions. J'ai l'impression, oui, tout à fait. Et puis, du coup, Estécie et Michel, qui m'ont été présentés par Rebecca, mon assistante, qui font fureur, d'ailleurs, sur TikTok. Au-delà de ce qu'ils font, ils vont se présenter, mais sur le sujet du couple. Voilà, puisqu'ils ont pris ça à bras le corps aussi. Donc, quoi de mieux que cette instance, vous avez vu ça, instance. Allons voir. Donc c'est l'amour, c'est l'amour la gaine nous fait la jeune là. Voilà. Avec Danick pour en parler. Donc ce que je propose, Danick, si tu veux bien, c'est que vous puissiez rapidement vous présenter un peu plus amplement. C'est important. D'accord. Donc alors qui se lance? On va commencer. Voilà, comme on a dit, nous, STC Michel, donc nous on est coach, on accompagne les couples déjà depuis 2016, donc c'est comme ça déjà qu'on a commencé. On s'est rencontrés en 2015, on a commencé à travailler tout de suite ensemble, et pour nous c'était une évidence de se diriger. Lorsque j'ai eu ma certification, c'était une évidence pour moi de me diriger vers ça, et aujourd'hui tout en fait c'est dessiné par rapport à ça, même la création de contenu qu'on fait sur les réseaux, comme on a dit tout à l'heure, c'est inspiré vraiment de toutes les situations, de toutes les histoires qu'on a eues, qu'on a décidé de mettre en humour en fait toutes ces histoires qui peuvent être des fois parfois dramatiques et destructrices pour certains couples, mais qu'on a décidé d'aborder sur un autre angle pour dédramatiser un peu. Donc voilà, je laisse Estécie dire pour ne pas trop parler quoi. J'ai tout dit, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Oui, c'est ça. On a décidé de se mettre sur les réseaux, surtout parce que déjà la première chose c'est que je voulais aussi qu'on fasse des vidéos type humoristique. Et du coup, on s'est dit, on est mariés, pourquoi pas se lancer dans les vidéos de couple et parler de ce que les autres ne parlent pas. C'est ça, et surtout ça, parler de ce que les autres ne parlent pas. Les retours sont nombreux. Énorme. Oui. Énorme. On ne s'attendait pas du tout à avoir autant de retours. La première vidéo même a été couronnée de succès. On ne s'attendait pas à ça. Oui, la première vidéo. C'est vrai que lorsqu'on s'est lancé, on a lancé la première vidéo sur le sujet, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce retour-là. Et très rapidement, en un an, ça a été un phénomène. Mais non, quand je dis un phénomène, on ne parle pas seulement de viralité, on parle vraiment de retour de personnes. C'est dingue parce que je fais du développement personnel depuis 2015, du développement personnel, mais depuis qu'on a commencé ce type de vidéo, on a beaucoup plus de retours humains, genre vous m'avez aidé à quelque chose, des choses comme ça, plus que les vidéos de développement personnel. Donc
Donc c'est vrai que les gens, en fin de compte, se soignent plus dans le rire que dans, en fin de compte, les vidéos de prise de conscience même. Tout à fait. Voilà. Et j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu dis en faisant un petit clin d'œil à mon chouchou. Madame, vraiment, je reste à ma place, hein, mais Pascal Mouesta, avec qui justement, Danick, n'est-ce pas, j'ai commencé les chroniques, on en parlait dans les coulisses, où on essayait justement ensemble de faire des vidéos pour dédramatiser des situations de tous les jours, hein, des problématiques qu'on pouvait rencontrer dans la dynamique personnelle, mais aussi dans les relations de couple, hein, puisque souvent quand on parle beaucoup de communication, et bien la communication au sein du couple, c'est très important. On parle de couple, mais même dans les démarrages, au début de relation, quand il y a un conflit, peu importe, la communication est centrale, et c'est vrai que l'humour aide à adoucir les mœurs. Je trouve que l'humour, ça ouvre en fait l'écoute. C'est ça. Ça ouvre l'écoute et par la suite, on apprend en fait. Tout à fait. Donc, merci à vous. Et puis, je suis d'autant plus contente de vous avoir rencontré puisqu'on est dans la même dynamique. Jusqu'à présent, hein, à suivre. À suivre. Voilà. Et, alors, je pense que, je ne sais pas si on a le temps, c'est qu'on avait une toute petite vidéo pour qu'on puisse voir un extrait, même un extrait d'une... Ça, c'est pas prévu, mais un petit extrait de ce que vous savez faire. Ah, tu sais, moi, tu l'as rapide tout le monde là, dit. Répétez quand tu l'as là. Qui m'était? Attends. On montre. Tu t'as pas comment le rapport pour moi là? C'est quoi? C'est quoi? Quoi? Qui était? Mais en attendant de vous, venez-moi. Venez en attendant de vous. C'est ça qu'a dit moi? Eh, bandez où ça? La dame m'énerve là, Michel, c'est bon. Je te montre la chambre. T'es sérieux là? Tu vas pas s'énerver? Ok. Là, c'est moi. Viens, je vais te demander quelque chose dans la chambre. Moi, ça calme, pas de problème. Mais laissez-moi, il veut montrer mon dans la chambre. Tu vas pas laisser rager, rager. On va pas m'élever. C'est presque du théâtre. On vit le truc. C'est ça. Oui, c'est bien sérieux. Voilà. Alors, la suite des présentations. Et bien, du coup, je vous laisse. Alors, vous êtes libre. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il veut, Je vais simplement compléter ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Anne-Gaëlle et je suis, entre autres choses, la fondatrice du Café Papier qui se situe à Jarry. Voilà, où nous recevons des personnes pour qu'elles travaillent, pour qu'elles mangent, qu'elles passent un moment. C'est une place to be. Ah oui. Place to be, exactement. J'espère en tout cas. Et puis surtout, c'est assez bon, on sait qu'il n'y a pas de hasard, mais Barbara m'a demandé de participer à ce débat alors que justement, ceux qui me connaissent savent que échanger, discuter, surtout sur ce genre de thématiques, c'est quelque chose que je fais volontiers. Et je reçois notamment des événements autour du relationnel, de différentes thématiques, qu'elles soient culturelles, etc. Mais plus spécialement relationnelles, ça me tient à cœur. Et il y a notamment, on a commencé en abordant doucement le fait que les hommes ont peut-être un peu plus de mal à s'exprimer. Justement, je reçois un événement, j'organise un événement au mois de mai, sur cette question-là, sur ce que je souhaite, parce qu'on se demandait avec Mélanie Jacobin, avec qui j'organise cet événement, on entend les femmes sur leurs ressentis, etc., mais moins les hommes, alors soit parce qu'ils ne prennent pas la parole, soit parce qu'on ne la leur donne pas. Et en fait, on a organisé un événement qui s'appelle « Communication ». Ce que veulent les hommes ou que veulent les hommes. Et on souhaitait, on espérait que les hommes s'inscriraient. Et on a, sur la totalité des inscriptions, l'événement est déjà complet, il y a, on va dire, 95% de femmes, parce qu'elles ont hâte, elles veulent savoir, elles se posent des questions. Et les hommes, les seuls retours que moi j'ai eu, c'est que la question a été posée par une femme, la formulation. Voilà. Okay. J'ai eu d'autres retours. Ah oui, mais c'est animé par une femme. Et j'avais envie de dire, mais venez les gens, vous êtes là, ça vous convient pas, mais justement, venez nous dire ce qui vous va pas, venez nous parler en fait. Mais justement, on a fait une conférence avec STC qui s'appelle Ce que veulent les hommes, mais c'était que pour les femmes. Donc c'est pour ça que dans la tête des femmes, peut-être ils se disent, si on dit ce que veulent les hommes, c'est que c'est les femmes qui viennent écouter. Alors potentiellement, et c'est vrai qu'on n'avait pas envie d'être trop blip, en gros, en disant les gars, venez nous dire un peu comment c'est pour vous. Et clairement, ça se bouscule pas. À ce moment-là, je pense que dans ce contexte-là, pour apporter quelque chose, il faudrait en fait que tu sélectionnes le nombre d'hommes et qui viennent parler aux femmes. Ouais. Il faut que toi tu ailles les chercher. Alors c'est manifestement. Alors tu nous expliqueras sans doute et peut-être vous aussi pourquoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, c'est quoi? Non, c'est qu'on se sent pas concerné. On veut pas savoir ce que veulent les hommes, nous. Et ça fait savoir ce que vous voulez.
Mais à ce moment-là, Par rapport à comment voilà. sollicitez-nous. Par rapport à comment c'est présenté. Oui, c'est ça. Du coup, Parce que quand tu dis ce que veulent les hommes, nous, on veut pas savoir ce que veulent les hommes, on sait. C'était que veulent les hommes. Que veulent les hommes. Oui. Le seuil entre parenthèses, c'est que veulent les hommes. Mais qui se pose ces questions-là? Ce sont des femmes, c'est pas des hommes qui se posent cette question-là. Donc si vous voulez qu'on sache, peut-être qu'il faut nous le dire. Si on vous Mais il faut nous demander. Vous avez vu ça? Faudrait nous demander. Mais c'est ça la question. Mais C'est demander. c'est intéressant. La légende de l'événement, ça serait super d'entendre ça de la bouche des concernés. Et alors je propose qu'on continue. Vous avez vu comment ça fait déjà débat? On commence déjà. Alors, On est chaud, gars. On est chaud. Toujours. on va poursuivre avec Jean-Claude. Je vois que l'échange est chaud. Nous avons un média. Non, c'est moi l'apporter des choses glacées. C'était ça, je prenais pas. Alors il y a du gingembre dans le jus. Il y a du gingembre, c'est bon ça. Calmer un peu les choses. Donc moi, je m'occupe effectivement des familles en général. Alors on appelle ça thérapeute familial ou systémicien spécialiste de la famille et des groupes professionnels, parce que j'interviens à la fois dans la famille et à la fois dans l'entreprise, dans l'organisation en général. Et j'ai on va dire une petite spécialité qui est la gestion des conflits dans l'entreprise, mais aussi la violence intrafamiliale et la violence faite aux femmes. Donc c'est quelque chose que je travaille depuis une quinzaine d'années sur le territoire métropolitain. Je fais des allers-retours pour superviser le réseau vif de certaines communes en métropole, pour travailler sur la problématique de la violence, la problématique de l'échange, du dialogue dans le couple, dans la relation au quotidien. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez prenant. On voit bien que ça monte vite parce que voilà, c'est la vie, ça fait aussi partie de la vie là-dessus. Mais ce que j'aimerais dire aussi dans le processus, c'est que on ne peut que se confronter dans la relation. C'est-à-dire rencontrer l'autre, c'est une confrontation. C'est une confrontation de différences culturelles, de pensée, de ressenti, et ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est d'échanger, de parler, d'exprimer chacun ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Ça fait une belle... Tu allais dire quelque chose, Danick? Non, je disais que finalement, c'est aussi un problème de culture aussi. Bien sûr, oui. Bien sûr. Dans un couple, une double culture, c'est à gérer. Ah, oui. C'est à gérer. C'est excessivement complexe. Vous êtes d'origine maghrébine. Voilà, moi, je suis marié avec une jeune femme marocaine. Moi, je suis guadeloupéen. On n'a pas du tout la même conception de la même histoire. Culture, on n'a même pas la même histoire. Même pas la même histoire, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment un échange qu'il faut avoir et pouvoir échanger sur quelle est ma culture, moi, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux préserver. Je suis OK pour préserver la tienne, mais il y a des limites, quoi. Par exemple, j'aime bien manger le cochon, moi. Mais non, mais je dis un truc simple. Hier, je recevais une coach qui me disait que son mari est africain, du Cameroun. Il a envie d'aller vivre au Cameroun et elle a envie de vivre en Guadeloupe. Alors, qui j'ai eu qu'à gérer ça? Ça son bab. Heureusement, tu habites en Guadeloupe, chez vous. Comment vous auriez fait ça? Quelqu'un aurait suivi quelqu'un. Je t'aurais suivi chez lui. Parce que je te suivrai jusqu'au bout du monde, moi. Il était bon. Mais alors, est-ce que notre histoire a un impact sur nous? Ah ben c'est évident, notre histoire elle a un impact. Notre histoire, je dirais notre histoire personnelle, mais notre histoire dans la grande histoire a un impact. Quand on a une histoire de la Guadeloupe et qu'on vient de la Guadeloupe, on porte notre histoire. Tout à fait. Et elle est Comme excessivement complexe. C'est pas la même que le croate ou que le portugais ou que l'espagnol. Et donc ça influence nos relations. La relation homme-femme, par exemple, en Guadeloupe, elle a toujours été, dans notre histoire, assez difficile. C'est une relation excessivement complexe. Quand je discute avec mes grandes tantes et mes grands-mères et ainsi de suite, je vous garantis que ça a beaucoup changé. Malgré ça a beaucoup changé. Mais oui, et puis en fait, j'ai envie de poursuivre dans ce que tu dis sur l'impact de notre histoire, évidemment, puisque c'est vrai que j'ai eu l'occasion ici même d'échanger avec d'autres professionnels et dans des chroniques sur l'impact justement de l'éducation. L'éducation qu'on nous a donnée. Alors, encore une fois, chers parents et mes parents, vous avez fait le job comme vous pouviez, au mieux que vous pouviez, donc ce n'est pas une attaque, mais il est vrai que certains messages, donc ce qu'on appelle les messages contraignants, qui nous ont été inculqués depuis la tendre enfance, donc avec quand je dis message contraignant, bien c'est il faut que tu fasses, il faut que tu sois, donc il faut que tu sois forte en tant que fille, petit garçon, il faut que tu sois fort, tu ne dois pas pleurer, tiens, béodouette,
en fait, toutes ces choses qu'on a voulu bien faire en tant que parents, eh bien, malheureusement, ont des impacts en fait sur notre façon d'agir et de reproduire certains schémas que nos parents eux-mêmes ont connus sans être nous-mêmes finalement. Donc, alors, sous les fameux messages contraignants, donc sois fort, fais plaisir. Ce sont vraiment il y en a plein d'autres. Hein. Sois gentil, mais c'est ça, avec le fait plaisir, lié au fait plaisir, qui fait finalement qu'on est dans cette dynamique où, eh bien, j'ai entendu ça, j'ai été élevé comme ça, mes parents aussi ont agi comme ça, je vais reproduire ce schéma. Je vais reproduire. Ce qui va faire que même si, admettons, moi, je suis beaucoup plus sensible, j'ai une personnalité beaucoup plus sensible, douce, eh bien, comme on m'a dit qu'il faut que je sois forte, il faut que je sois debout et que je puisse arriver, moi, en tant que femme, à gérer mon foyer, gérer, même à la limite, gérer aussi l'homme qui est en face. Hein. Donc, ça fait des hommes gâtés, entre guillemets. Eh bien, malheureusement, sans que je ne le veuille, eh bien, malheureusement, je me retrouve dans un schéma qui sera dysfonctionnel au sein du couple, dans les relations sentimentales. Au-delà, mais dans les relations sentimentales, encore plus. Mais dysfonctionnel au point que la femme, justement, a tellement été élevée à s'occuper de l'autre qu'elle arrive à oublier qui elle est elle-même, et ce qu'elle aime. Et à partir du moment où elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle a du mal à être heureuse. Et la plupart du temps, comme j'arrive pas à me rendre heureuse, je vais attendre de l'homme qu'il le fasse, mais c'est pas son travail. C'est ça. Tu vois, donc ça, comme tu parles de... Globalement, on parle souvent de ce que la société nous met dans la tête, etc. J'en parle assez souvent. La société, ça n'est jamais qu'une addition d'individus. Exactement. Et pour autant, on ne se rend même pas compte souvent qu'on recrée, qu'on répète, qu'on perpétue des choses. Et par rapport à ce que tu disais et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les femmes soient éduquées de telle ou telle manière, qu'il y ait des fonctionnements réflexes, en fait, en tout cas au début de la vie, jusqu'à ce qu'on en devienne peut-être conscient. Moi, ça me frappe toujours de voir à quel point, finalement, à quel point on ne se rend pas compte que ce qui pèse sur les épaules de l'un, l'inverse pèse sur les épaules de l'autre. Quand on dit aux femmes, voilà, tu es dans ton émotion, etc. Et quand en face, l'homme, il est fort. Forcément, il y a toujours un jeu d'équilibre qui se fait. Mais finalement, c'est pesant pour tout le monde. Quand on parle de la charge mentale des femmes, etc., on ne parle pas forcément très souvent, et c'était complètement l'objet de ce débat-là, du silence qui est parfois imposé aux hommes sur leurs attentes, leurs souffrances. Si ça se trouve, ils veulent aussi une princesse charmante, et on n'en sait rien en fait. Donc voilà, et en fait on se retrouve à nourrir nous-mêmes des choses qui nous font souffrir les uns les autres. C'est ça. Et sans se rendre compte qu'on est dans le même bateau en fait. Ce côté on accuse l'autre de faire telle chose. Avant de prendre la pause, je voulais poser la question à Stécie et Michel. Pourquoi? Parce que ils jouent leur vie sur les réseaux quelquefois. Comment vous établissez la communication à l'intérieur du couple? Dans ce que vous montrez à l'extérieur dans les vidéos et ce que vous vivez. Super de question. Nous, je vais dire qu'on a cet avantage du fait que c'est notre métier. Donc du coup, en fin de compte, on a ces réflexes de communication parce que moi, j'aime pas cette phrase qui dit que cordonnier est toujours mal chaussé. Si c'est mon métier, je dois l'appliquer à moi-même avant. Donc c'est vrai qu'avec STC, je vais pas dire, la vérité, c'est qu'on se dispute pas, on a des désaccords. On se dispute pas, mais on sait comment aborder les choses. On a même établi un système de est-ce que tu as envie de parler, est-ce que tu n'as pas envie de parler, à quel moment on doit se parler, à quel moment on doit pas se parler. Et justement, nous, on fonctionne un peu comme notre laboratoire. C'est-à-dire qu'on va tester les choses en fonction de ce que ça... Et voilà, on va le transmettre. Mais en fonction des vidéos, beaucoup de personnes nous demandent est-ce qu'on vit ça vraiment. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en fait. C'est pas des choses qu'on vit, c'est surtout des choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on image. Mais comme dit Michel, nous, on se dispute pas, on essaie de communiquer de la meilleure façon qui soit. On va pas jusqu'à s'il y a, de toute façon, moi je peux pas. S'il y a élèvement de voix, je ne suis plus là. Une fois. Je suis plus là. J'ai essayé une fois. Elle m'a regardé, elle m'a dit baisse ta voix sur moi. Et ça parle de la sans te couper, ça parle aussi de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Tout à fait. Puisque malheureusement, ce qui entraîne dans des situations où il y a de la violence, c'est que les personnes n'arrivent pas à mettre une limite. Oui. La femme ou l'homme n'arrive pas à mettre la limite à l'autre pour dire là tu ne me respectes pas. Donc là on arrête. Et c'est un très bon exemple finalement. C'est ce qui amène à des déviances quand je n'arrive pas à poser les limites. Dire là ça va trop loin parce que j'ai suffisamment d'estime et de valeur de moi-même, enfin de qui je suis, pour dire ça là ça rentre dans mon écologie, dans ma sphère de sécurité. Là tu rentres pas là. C'est ça. Je pense première pause. Première pause. On prend une petite pause et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Fin de la première séquence.
Voilà, c'est reparti pour la deuxième séquence de ce débat, l'amour ou la guerre. C'est une question qui se pose entre femmes et hommes, et c'est Barbara qui a l'initiative de ce débat avec des gens intéressants. Je les rappelle, si vous prenez l'antenne, Anne-Gaëlle Lubino, rebonjour. Estécie et Michel, heureux de vous voir en vrai. Bonjour. Et Jean-Claude Toquin, qu'on connaissait déjà, le retour. C'est parti. Alors, Barbara, il y avait des questions. Tout à fait. Alors, juste un petit clin d'œil, parce que le petit jeu était bon. Anne-Gaëlle, c'était quoi C'était j'ai pas pu. D'accord, donc merci, parce que c'est un sujet qui demande de boire. Voilà. De boire. Alors, il faut être frais. Voilà, en fait, du coup, on était en train d'échanger, même durant la pause, hors antenne, sur soi. Puisqu'on disait que c'était aussi important de se recentrer sur soi, de se connaître aussi, puisqu'on parlait de communiquer aussi avec... je parlais de limites, exactement. Et je pense que vous vouliez justement réagir par rapport à ça. En fait, quand tu as parlé de ça, et même tout à l'heure, quand on a évoqué la communication, je me suis fait la remarque que souvent, on parle de comment ça se passe entre nous, entre hommes, entre femmes. Et pour moi, en fait, de toute façon, homme-femme, les relations humaine, pour moi, c'est pas qu'une question de homme-femme, c'est entre amis, c'est des relations avec des humains, en fait. Parce qu'il y a souvent les mêmes problématiques. Et je me disais que ça part de connaître pouvoir imposer ses limites, il faut déjà les connaître. Pouvoir dire ce qu'on souhaite, c'est déjà le savoir soi-même. Et je me dis, d'abord commencer par avoir une petite idée de la personne qu'on est, même si ça bouge évidemment, mais une petite idée de la personne qu'on est, de ce qu'on attend, de ce qu'on peut supporter ou pas, ça me semble être quand même un bon début pour après aller dans le monde avec la personne qu'on est, quoi. Donc, voilà. Oui, et je rajoutais le fait qu'il y ait 3 entités dans la relation de couple, hein. Il y a toi, moi et nous. Et ça, c'est la première étape. Et puis, il y a aussi les enfants. Oui. Et c'est chaque entité, on doit prendre soin de ces 4 entités parce qu'elles sont fondamentales. Mais ça veut dire que ça s'accouple, c'est moi avec les enfants, c'est toi avec les enfants, c'est nous deux avec les enfants, c'est les enfants seuls, c'est toi seul, c'est moi seul, et c'est nous tous les deux en tant que couple seuls. Donc, c'est notre voilà. Et c'est vraiment un travail, une réflexion à avoir à chaque fois sur les entités et comment on les fait fonctionner, ces entités là-dessus. Puis il y a une chose qui me fait beaucoup rire, parce que le conflit, il est dès le départ. Pourquoi il est dès le départ ? Parce qu'en fait, notre cerveau, il sécrète une hormone pour rencontrer l'autre. Et il sécrète une hormone qui nous empêche de voir les défauts de l'autre. Donc, à partir du moment où on est dans ce processus-là, rencontrer l'autre, c'est rencontrer le meilleur de ce que je vois moi. Souvent, les couples, alors c'est plus souvent, je rencontre des mamans ou des femmes qui me disent, il n'était pas comme ça avant. En fait, il a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, une fois que l'hormone a arrêté de faire effet et que je vois plus, je commence à voir la réalité là, tout d'un coup, je m'aperçois que cet homme, il n'était pas comme j'avais imaginé. Pourtant, mes copines me l'avaient dit. Mais je leur avais dit, mais non, vous comprenez rien. Non, puisque j'idéalise aussi. Mais c'était pas grave, en fait. J'idéalise, il y a aussi le phénomène d'idéalisation. Oui. Voilà, mais pour rencontrer l'autre, il faut qu'il y ait ce rêve, ce moment merveilleux où il m'appelle, où il est attentif à moi, où je fais la même chose. On passe des nuits blanches au téléphone. Voilà, toutes ces choses-là nous empêchent de voir l'autre comme il est. On le voit dans le meilleur de sa personnalité. Et moins l'hormone fait effet, et plus on commence à voir l'autre. Et c'est là le premier conflit. C'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter de l'autre dans sa différence, dans ses défauts, et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter, et c'est là où on négocie. Faut dealer. Ça, je veux bien, mais ça, non, là, je suis pas d'accord, et ainsi de suite. Et c'est la première étape et la première crise, le premier conflit. Et si on met rapport de force, c'est comment ? Je voulais introduire un élément dans le débat. Est-ce qu'en Guadeloupe, je pose la question au couple, d'une manière générale, la belle famille pèse sur les débats. Oh malheureux, malheureux. Alors, est-ce qu'on parle des garçons avec leur maman ? Moi, j'ai toujours eu ce truc. Alors, c'est vrai que je rencontre beaucoup cette problématique, mais moi, j'ai toujours eu ce comportement de mettre la famille en dehors du couple. Mon couple, c'est mon couple. Et j'ai eu la chance, d'avoir une femme qui avait la même vision que moi. Donc, en aucun cas, à aucun moment donné, nous, la famille, est venue interférer sur nos choix. Je me rappelle même pour notre mariage, on voulait un petit mariage. Du coup, nous, on ne boit pas d'alcool. Donc, du coup, je me rappelle... Ah ouais, non, mais double plaisir. Je me rappelle, on arrive devant le rayon. Mariage sobre. On arrive devant le rayon champagne et je suis là... Cécile m'a dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis à Cécile, j'ai pas envie d'acheter quelque chose que je bois pas, quoi. Elle me dit, mais on n'achète pas de champagne. Je dis, mais si ça te va, ça me va.
La maman, ils n'ont pas qu'à acheter champagne. Comment ça? SSC a dit, écoute maman, si tu veux acheter du champagne... Ouais. Ah, pardon. C'est ça. SSC a dit, maman, si tu veux qu'il y ait du champagne, tu vas acheter du champagne. Et elle a pris son argent, elle a été acheter du champagne. Donc du coup, en fin de compte, on a toujours eu ce truc, mais c'est vrai que j'entends, même dans mes amis, que le choix... Et ce que j'ai vu, c'est que autant quand les parents sont adorables, avec les enfants, c'est encore plus difficile. Parce qu'on ne veut pas les décevoir. Quand lorsqu'on a des parents tyranniques, on en a peur. Et lorsqu'ils sont adorables, c'est encore plus dingue parce qu'on ne veut pas les décevoir. Et on veut tellement faire plaisir, c'est ça. Effectivement, la loyauté familiale est très forte, donc la pression familiale est excessive. Mais grandir aussi, c'est-à-dire exister par soi-même par rapport à ses besoins, c'est aussi couper ses liens progressivement et d'être capable de dire, moi, ma personnalité, ce que je veux et ce que j'ai besoin. Mais c'est excessivement compliqué. Le poids de la famille est excessivement lourd. On oublie souvent dans notre société et ça demande de se bagarrer et de s'identifier vraiment très fortement, de s'affirmer. Sinon, c'est très pesant. Ça me fait penser, en fait, quand on avait fait le point sur les relations toxiques, et bien c'est vrai qu'on parle de toxicité dans le couple, le travail et aussi dans la famille. Et c'est des sujets que malheureusement certaines personnes n'abordent pas, ou du moins quand il est presque pour elles déjà trop tard et qu'elles sont en explosion. Parce qu'elles sont tellement dans une démarche de vouloir faire plaisir à leur famille, à être redevables finalement, qu'elles acceptent tout et n'importe quoi, et jusqu'à ce que ça pète, ça explose et que je ne puisse plus, je n'arrive plus et que je sois mal. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. J'ai connu un couple qui était venu me voir, que j'accompagnais. Ce monsieur décidait tout avec sa maman. Vous imaginez sa femme? Même pour acheter une voiture, sa mère savait déjà avant la couleur de la voiture et quelle voiture elle allait acheter. Donc imaginez-vous dans le couple la tension que ça pouvait provoquer. Moi je pense que dans ce thème qui est super puissant, femme vs homme, je pense que le plus important c'est de comprendre plusieurs choses déjà. La première chose c'est que nous sommes deux entités totalement différentes. Nous avons un mode de vision, de perception, de compréhension qui est totalement différente en fait. C'est-à-dire que nous, il faut nous dire les choses. Les femmes vont chercher à ce qu'on devine les choses alors que nous, on ne sait pas deviner les choses. Alors, est-ce qu'on pourrait ne pas généraliser, s'il vous plaît? De façon... Il y a des exceptions, Anne-Gaëlle. Beaucoup de femmes. Seigneur. Et ça, en fait, je pense que dans ce VS, je veux dire, dans ce VS, il faut juste comprendre à la base, qu'on comprenne que nous sommes différents. Et il faut surtout qu'on apprenne à s'enrichir de nos différences plutôt que chercher à ce que l'autre soit comme nous. Quand j'ai lu ta thématique, en réalité, j'ai pas aimé. Oui, quand j'ai lu la phrase, j'ai lu VS, mais attends, on part déjà sur un truc qui va pas, on se met face à face, alors que, enfin, je sais pas, il y a une moitié de l'humanité, l'autre moitié, enfin, voilà. Mais je comprends ce que je vois. Dans quel sens? Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est comment, et en même temps, on est complémentaires, et en même temps, il a cette difficulté à mettre des ponts entre hommes et femmes, ça semble être un truc qui ne finit pas, et pour autant, pour avoir eu beaucoup de discussions avec des gens, avoir animé des groupes de discussion et des choses comme ça, il y a quand même je trouve, alors je sais pas si elle est récente parce que j'ai pas fait ça toute ma vie, mais je trouve qu'il y a quand même une dynamique pour normaliser les relations, les tranquilliser, faire que chacun puisse s'exprimer en fait, mais toujours dans cette logique peut-être d'individualité, chacun pas d'individualisme, vraiment pour que l'individualité de chacun soit reconnue. Et je trouve que voilà, avec le temps, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette volonté d'arriver à se parler. Alors, différence, on va pas généraliser ça non plus, mais voilà, globalement, c'est vrai que le VS mais tout à l'heure, juste pour expliquer pourquoi j'ai mis cette thématique, mais c'était justement pour faire réagir. C'est ça que j'ai mis l'amour ou la jet, parce que finalement, il y a cette démarche de conscientisation, de prendre conscience, de vouloir parler, de vouloir comprendre, de vouloir sortir. Et c'est vrai que c'est un sujet ambitieux. Finalement, chacun en œuvre de notre côté, puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers, finalement. L'idée, c'est d'arriver à se dire, OK, je me pose un petit moment et je me demande, est-ce que ce que je veux, c'est ce que l'autre entend? Est-ce que ce que l'autre entend, c'est ce que moi, je voulais qu'il puisse percevoir? Et finalement, comment on arrive à faire en sorte qu'on se comprenne en se laissant ce champ libre, cet espace de liberté pour être moi. Je suis comme je suis. Pour autant, je te respecte toi comme tu es et allons faire un pont pour arriver à se comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ça, l'amour ou la jet, parce que des fois, en voulant faire l'amour, on fait mal, parce qu'on exprime mal, parce qu'on n'arrive pas, en fait, à arriver à gérer, en fait, ce que je ressens à l'intérieur. Et du coup, comme ça, tellement... On fait l'amour, on fait mal. Pardon, Dani, on t'attend. Excusez-moi. Voilà. Bon, alors,
Oui et non, s'il faut rentrer dans ça. On parlait de la sexualité, c'est un sujet qu'on abordera aussi avec des spécialistes, d'autres spécialistes, voilà, sexologues. Éliminer les tabous. Mais voilà, dans le sens où, en fait, on a envie, finalement, on a tous envie d'être heureux. Oui. On a tous envie d'être heureux, et même quand on est mal, quand une personne est dépressive, déprimée, elle a, en fait, en quelque part, quelque chose qui ne va pas, mais elle a envie, au fond, de donner un sens à sa vie. Donc, sous le fait d'être heureux, on le veut. Maintenant, c'est d'arriver à voir comment on communique, comment on arrive mieux à se comprendre, finalement, pour passer le message à l'autre. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que c'est mieux d'être en couple ou en célibat? C'est quoi cette question? Je pose on a eu un grand débat sur ça. Quand je vous dis un débat, on en a parlé bien minimum 3 heures. Et on a défini qu'en fait, c'est génial d'être en couple, mais qu'on conçoit que l'homme et la femme ne sont pas conçus pour vivre ensemble. Je pense que c'est compliqué. Et puis les couples, le couple, il peut se construire de plein de façons. C'est ça. Moi, je connais des couples, ils ne vivent pas ensemble, ils sont mariés, ils ne vivent pas ensemble. Oui, c'est ça. Mais et on voit justement que certains de ces couples sont même plus heureux parce que lorsqu'on se voit, on profite de tout ce qu'il y a de bon. Et je vois, dans mon analyse, il y a des différences qui sont énormes. Et quand tu vois ces différences entre l'homme et la femme, tu te dis, ce n'est pas possible que ces différences-là peuvent faire qu'on vive ensemble. En fait. C'est là. Attends, mais je comprends pas. Après, vous me direz. Mais alors que vous avez autant de discussions, vous avez le métier que vous avez, la conclusion, c'est quand même qu'il y a des trucs qui sont genre impossibles à lisser, impossibles à normaliser. On parle pas de possibilités. On dit que lorsqu'on analyse en fait les différences, on se dit en vrai que l'homme et la femme, on n'est pas fait pour être célibataire, je pense qu'on est fait pour évoluer à deux. Voilà. Mais être sociaux. Dans la façon dont on évolue, on n'est pas conçu pour vivre ensemble dans une maison. Nous avons trop de différences qui sont contradictoires, je vais dire ça, pour qu'en fin de compte, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on parle de ce fameux mot que je n'aime pas trop, mais qui existe dans les couples, c'est les concessions. Parce que quelle est la quantité de concessions qu'on doit faire? Et concession, pour moi, veut dire quelque part abandonner une partie de soi. Combien de parties de nous-mêmes qu'on doit abandonner pour convenir à l'autre? Parce que lorsqu'on décide de vivre ensemble, c'est de ça qu'il est question. Oui, mais la fin de la phrase ne va pas, c'est pas pour convenir à l'autre. Mais on vit ensemble. Mais c'est pas pour convenir. Si je suis, par exemple, imaginons, je suis désorganisé. Je suis bordélique. Si j'étais chez moi, mon bordel ne me dérange pas. Mais à partir du moment où je décide de vivre avec quelqu'un, je ne peux pas imposer à une personne mon bordel. C'est pas pour lui convenir, c'est pour vivre ensemble, c'est pas pareil. Mais c'est pour convenir à qui? Mais mon bordel ne me dérange pas, moi. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je fais une nuance, et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, entre sur cette histoire de... Enfin, vous n'avez pas parlé vraiment de concession, mais quand tu dis convenir à l'autre, pour moi, c'est de te calquer à une sorte d'attente. Or, là, il s'agit entre guillemets, il s'agit d'un point presque logistique, c'est de vivre ensemble, d'arriver à fonctionner. Tu vois, c'est de ce qu'on parlait justement lorsqu'on décide de vivre ensemble, et qu'on décide de vivre ensemble, c'est qu'à partir du moment où tu vis ensemble, tu ne peux pas être totalement toi. C'est vrai. Tu ne peux pas être totalement toi. C'est-à-dire que moi, si je veux sortir ce soir, j'ai envie de rentrer à 4h du matin, tous les jours, je ne peux pas. Parce que j'ai une femme chez moi, tu vois. Donc, dans tout ça, tu t'adaptes. Parce que justement, quand je dis convenir à l'autre, parce que pourquoi? C'est quoi la conséquence pourquoi je rentre pas à 4h? Parce que je veux pas que ma femme soit fâchée. Mais c'est un équilibre à trouver dans le couple pour que chacun il trouve son compte là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça. Comme il y a des couples où des gens rentrent à 4h du matin et l'autre c'est lui. Fais ta vie et ainsi de suite. En fait, le problème c'est qu'on est bien bloqué dans la perception du couple, qui est un homme et une femme qui vivent ensemble. C'est ça, des étiquettes. Et c'est là où ça nous coince parce qu'il y a des millions de façons de faire couple. C'est ça. Exactement ça. C'est pas cette histoire de se connaître. Et d'ailleurs, exactement. Jean-Claude le disait au début, tout à l'heure, la femme a beaucoup évolué parce que j'ai introduit un nouveau terme dans le débat, c'est plus la concession, c'était quelquefois la soumission. Oui, on parlait de soumission. Bois du jus. Ton jus est très bon. Mais ce qu'on oublie, c'est la réalité du contexte historique à un moment donné. C'est-à-dire que vous êtes une femme. Vous n'avez pas forcément fait d'études, ne pas avoir été à l'école. On vous a marié relativement jeune à un homme qui travaille et qui va rapporter de l'argent. Donc, que voulez-vous que vous fassiez là-dessus? Par contre, ces mamans, elles ont eu des filles et elles ont dit,
dit je veux que tu ailles à l'école pour réussir, et ainsi de suite. On n'a pas... C'est pas bien ou pas bien, c'est dans un contexte particulier où ces femmes n'avaient pas le choix. Que voulez-vous? Je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai un homme là qui me pose de l'argent, qui me dit ça c'est pour ton budget et tu gères, et débrouille-toi. Moi Jean-Claude, je trouve ce que tu as dit de génial, et c'est ce que je pense qu'on devrait retenir, c'est qu'il faut arrêter de penser que le couple a des critères. C'est ça. Et c'est là où certains vont se permettre de dire ah toi tu fais ça comme ça, moi je vais pas faire ça comme ça. On a chacun en fin de compte notre vision, notre façon de fonctionner. Et c'est vrai que les gens en fin de compte sont très experts pour vouloir critiquer ta façon de fonctionner. La famille, la première. Hein, c'est souvent la famille. C'est ça. Fonctionner. Et en ça vous regarde. C'est ça. On est heureux comme ça. Oui, ça parle de la. Tu m'as bien sûr. Alors, ça parle aussi de l'amour de chacun. 5-6 minutes avant de terminer, mais je voulais, parce que Barbara, c'est son cheval de bataille, les émotions. Justement, à l'intérieur du couple, quand ça se déchire ou ça se déchire pas, est-ce que les émotions, on arrive à tout maîtriser? Il avait dit la semaine dernière, on ne va pas gérer les émotions. Non, c'est-à-dire que c'est trop ambitieux de parler du mot gérer. Quand on parle de gérer, c'est que c'est dans les formations, on parle gérer. Et je l'entends, je peux comprendre. Mais la question, c'est plutôt déjà d'arriver à prendre conscience, donc d'accueillir les émotions. D'arriver à se dire, en fait, les émotions, c'est un effet qui est psychophysiologique. Ça se passe dans la tête et puis ça réagit dans le corps. Donc, il est plutôt intéressant de savoir ce que l'émotion me porte comme message. Voilà. À partir du moment où on a réussi à identifier ce qui se passe à l'intérieur et quelle information me donne l'émotion, c'est ça, d'arriver à voir le message caché de l'émotion, eh bien, je peux mieux comprendre. Et c'est pour ça que je dis souvent, au sein du couple, que ce soit à titre personnel ou même, quelles que soient les relations, c'est de prendre le temps de répondre, de prendre le temps avant de répondre, prendre le temps justement d'accueillir cette émotion, pour mieux comprendre ce qui m'arrive, pourquoi je réagis comme ça, analyser, même si c'est en quelques secondes, en quelques instants, avec une bonne respiration. Donc, j'imagine bien que, et je le pense, je le crois, que dans le couple aussi, c'est important, puisque finalement, si je démarre chaud pour chaud, la personne ne va pas comprendre ce que je veux lui dire. Ce qu'elle va voir, c'est déjà il y aura la gestuelle qui sera accompagnée de l'émotion, et donc la personne pourra se sentir agressée. Que si je prends le temps finalement d'analyser ce qui se passe, analyser c'est bien un grand mot aussi, mais accueillir et comprendre ce qui se passe, j'aurai forcément une communication plus positive. Parce que quand je réagis à chaud, la communication elle sera négative. Quand je dis négative, c'est que même si moi je voudrais avoir un message qui est bon, finalement, puisque derrière tout ce que je vais dire, il y aura une intention qui sera positive. L'homme, derrière, quand il réagit, même quand il est dans une phase d'agression, il y a une intention. L'homme ou l'humain, l'homme avec un grand H, oui. A une intention qui est positive. Quand je réagis, en fait, par exemple, quand je vais réagir par de la violence parce qu'une personne m'a agressé, qu'est-ce que je veux derrière? C'est me protéger. C'est me protéger. Donc, si j'arrive déjà à prendre ce temps on dit de recul, mais au moins d'attente avant de réagir, eh bien, je pourrais mieux ensuite communiquer à l'autre. Oui, donc, dans le couple, la réaction, on est dans la réponse à ce moment-là. C'est ça. Alors, ce qui pose problème et qui va générer de la violence dans le couple, c'est souvent la communication klaxon. Tu me tues, c'est ta faute, voilà, c'est toi, et ainsi de suite. Et on sait très bien que ça... même si vous êtes de meilleure foi que vous vouliez, il y a toujours un moment où ça va vous blesser. Ouais, évidemment, c'est toujours moi. Et je pense que être capable de ressentir ses émotions et de dire, quand tu as dit ça là, tu m'as blessé, tu m'as fait de la peine. Je me suis senti blessé, et je me suis senti blessé. Voilà. C'est complètement autre chose parce que l'autre ne se sent pas acculé en disant responsable. Tu n'as peut-être même pas fait attention à ce que tu as dit, mais en tout cas, moi je me suis senti blessé. Là, ça permet à l'autre de réfléchir, prendre du recul et dire je pensais pas qu'en disant ça pouvait la blesser. Et ainsi. Donc parler de ses émotions, capable de les sentir, de les parler et de dire l'effet que ça a sur moi, ça permet déjà de désamorcer les choses et d'éviter de rentrer dans c'est de ta faute, c'est à cause de toi, c'est ainsi de suite. Alors la question, pas finale, puisque probablement il y aura une suite à ce débat. Les gens qui nous regardent se posent la question, oui, femme vs norme, l'amour, la guerre, mais en tant que thérapeute, en tant que coach, comment gérer? Comment faire en sorte que, est-ce qu'il y a des moyens, j'ai envie de dire des astuces pour que ça soit apaisé? Moi, je pense que la première question, ça, moi, il y a un maître mot qui dirige pour moi tout. C'est déjà primordialement l'acceptation. Le problème des groupes, c'est que la majorité, pour ne pas faire de généralité, on cherche à modifier l'autre à notre image. On veut qu'il soit comme ci, il faut qu'on soit comme ça. Il faut d'abord, qu'on prenne conscience de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut nous, et de prendre conscience de la personne. Parce que la plupart du temps, il se peut que la personne avec qui on est, c'est pas ce qu'elle veut. C'est qu'on a imaginé, on a espéré qu'elle va changer comme nous on voudrait.
Donc pour moi, ça serait le maître mot, c'est comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut, faire le bilan de savoir est-ce que la personne avec qui on est nous convient, parce que c'est l'erreur fondamentale de penser qu'on va changer une personne. On va rien changer. Voilà. Et bien du coup, mais voilà, en fait, ne pas chercher à changer l'autre. Ne pas chercher à changer l'autre, rester soi-même. Et puis, comme je l'ai dit, hein, on prend le temps pour communiquer. S'il faut, je dis faire. J'ai reçu un message qui ne me convient pas, je ne réponds pas tout de suite, je prends le temps de... Je me calme. Je me calme et ensuite je réponds pour communiquer positivement. Oui, quoi qu'il en soit, l'impulsivité est dangereuse. Hein. Ressentir et surréagir, c'est dangereux. Se laisser le temps de sentir, de réfléchir, d'avoir du temps de réflexion sur ce qui s'est passé, c'est fondamental parce que sinon on s'entretue. Alors Anne-Gaëlle, avant de partir, merci pour ce que tu nous as offert. Merci pour aussi tes interventions dynamiques. Comme d'habitude. Oui, pour ça. Qu'est-ce que tu retiendras de ce débat? Moi, ce que je retiens, c'est que comme toujours, parler, c'est, pour moi, c'est le sel de la vie, quoi. Si on n'échange pas, on ne peut pas savoir où on en est, que ce soit justement un point de désaccord, comme ils nous l'ont dit tout à l'heure, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils ont des désaccords, même pour expliquer des choses, dire comment on se sent, et puis voilà, pour moi, parler, c'est déjà vivre avec authenticité et dire qui on est, et au moins ça fonctionne pour qui on est, et si ça ne fonctionne pas, c'est aussi pour qui on est, mais bon, dans ces cas-là, on fait autrement, quoi. Merci Barbara. Oui, épisode merci 1. Barbara. Danick, épisode 1, et ensuite, il y a quelque chose qui s'est dit en coulisses, et je le dis là. Anne-Gaëlle a dit, mais oui, mais parlez, vous les hommes, parlez. Et Michel a répondu, invitez-nous. Tu as dit aussi comment faire pour arriver à inviter les hommes. Oui. Donc ça aussi, comment faire pour inviter les hommes. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Dites-moi, envoyez-moi des messages. C'est ça. Et on fera un événement justement sur cette thématique-là pour venir à votre rencontre, donc au Café Papier. On vous communiquera la date. Mais déjà, n'hésitez pas en fait à réagir sur les réseaux, même pas avec toutes les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous ferait venir, messieurs. Envoyez-moi un WhatsApp. Envoyez-moi un WhatsApp. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est terminé. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre juriste et quelques éléments d'information. Il est pratiquement 13h52. On a tenu notre timing. Et bon, ça veut dire que nous sommes des gens carré. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Nathalie est avec nous. Il est 14h. Elle est encore là, enfin pas tout à fait 14h, oui, il est 14h, et elle va nous parler de la reconnaissance préalable de culpabilité. Bonjour Nathalie. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, ça va bien. Générique, c'est parti. Alors je disais donc, c'est un terme assez nouveau pour moi, la reconnaissance préalable de culpabilité, le CRPC. Explication. Tout à fait. Donc la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui va permettre de juger rapidement lorsque l'auteur des faits reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ok. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de la procédure? Alors déjà, il faut que l'auteur des faits soit majeur au moment des faits, et il faut également qu'il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés. Et comment ça se déroule alors, cette procédure? Alors, la procédure va se dérouler en deux phases. La première phase va se dérouler devant le procureur de la République et la seconde phase devant le président du tribunal judiciaire. D'accord. Et devant le procureur, qu'est-ce qui se passe? Alors, lors de la première phase, donc l'auteur des faits va être soit convoqué, soit ça peut être au terme d'une garde à vue, donc il sera déféré devant le procureur de la République. Donc pour cette procédure, la représentation par avocat est obligatoire. Donc lors de cette procédure, le procureur de la République va faire une proposition de peine à l'auteur des faits, au prévenu, va faire une proposition de peine. Oui. Et quelles sont les conséquences de la décision du prévenu alors? Alors justement, donc le prévenu, il aura trois possibilités. Donc il pourra accepter la peine qui lui sera proposée. Il pourra demander un délai de réflexion de 10 jours et il pourra également refuser la peine
proposée par le procureur de la République. Mais alors, quelles sont les peines qui sont possibles? Alors, par rapport à cette procédure, donc il y a différentes peines qui pourront être proposées. Donc déjà, la durée de l'emprisonnement ne pourra pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la peine encourue. Donc il faut savoir que si on est dans une procédure de CRPC, la peine proposée sera toujours plus intéressante que si on doit passer devant le tribunal correctionnel. Donc déjà, il faut le savoir. Ensuite, le montant de l'amende ne pourra pas être supérieur à l'amende encourue. Ensuite, la peine pourrait être assortie d'un sursis. De plus, le procureur pourra également faire une proposition de peine ferme. Dans ce cas, soit effectivement il sera décidé que la personne elle pourra avoir un délai pour cette peine d'emprisonnement, ou il pourra également être proposé il pourrait être également proposé d'aménager cette peine, donc à savoir par un bracelet électronique, une semi-liberté, et à ce moment-là il sera renvoyé devant le juge des libertés et de la détention pour cet aménagement de peine. Alors, il y a la phase aussi devant le président du tribunal. Tout à fait. Donc, devant le président du tribunal judiciaire, donc en fait, c'est lui qui va homologuer la peine. Donc, ça veut dire que le procureur fait sa proposition de peine, le prévenu accepte, et dans un second temps, il passe devant le procureur, devant le président du tribunal judiciaire, qui va ou pas homologuer la peine. Parce que là encore, le président du tribunal judiciaire va avoir le dossier, il va vérifier effectivement la peine qui sera proposé. Et il aura effectivement cette possibilité d'homologuer ou de refuser d'homologuer la peine proposée. Parce que ça arrive. Bien, merci Nathalie. Quand même préciser, parce que si justement le président décide de ne pas homologuer la peine, ça veut dire que la personne sera renvoyée devant le tribunal correctionnel. Tout à fait. Voilà. Merci donc Nathalie. On revient tout de suite à l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation au Jardin d'Essai contre la suppression des postes, et les enseignants ils ne l'acceptent pas. Michel de Papetia, s'il vous plaît, son regard. Nous sommes mobilisés devant le lycée Jardin d'Essai ce matin pour dénoncer les suppressions de postes qui vont nous frapper l'année prochaine si le rectorat maintient ses décisions. Ils ont décidé de supprimer 4 postes en fait dans notre établissement, ce qui est énorme parce qu'on est un petit lycée, on a une 50aine de postes de professeurs, donc ça représente près de 10% des postes de professeurs qui sont supprimés. Et ça aura de très mauvaises conséquences sur les élèves. C'est déjà assez difficile en fait pour eux avec toutes les réformes qu'il y a eu. On a déjà des classes qui sont très chargées parce que le rectorat nous parle d'une baisse démographique, mais en réalité dans les classes elle n'existe pas. On a des classes à 32, 35 élèves déjà cette année. Donc l'année prochaine avec les suppressions de professeurs ce serait encore pire. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. On veut montrer notre mécontentement et on veut que le rectorat revienne sur ses décisions. Nous sommes là pour soutenir les professeurs. C'est vraiment une situation qui va être très difficile à gérer l'an prochain pour une bonne organisation. Donc on est là pour pouvoir les soutenir. Là, ce sont déjà des classes pour la plupart qui sont avec des effectifs de 28, 29 élèves. Donc l'an prochain, vous imaginez que les classes risquent d'être encore plus surchargées et que dans ce cas-là, la qualité des cours sera bien entendu moins bonne. Nous avons nos enfants qui sont concernés, mais c'est une préoccupation citoyenne puisque ça se passe, je pense, aujourd'hui à Jardin d'Essai, mais je pense que la globalité des établissements risque de voir certains postes supprimés et ça va impacter l'école en général. Parce qu'en fait, la suppression des postes a forcément un impact sur nous, c'est-à-dire que plus les profs sont supprimés, plus on est nombreux dans les classes. Donc il est déjà compliqué pour nous de suivre les cours à l'heure actuelle et d'avoir un enseignement pour chacun. Si on commence à être 35 et dans les classes, les élèves qui seront en difficulté seront mis de côté. Ce sera toujours les mêmes qui réussiront. De plus, nous, en Guadeloupe, les jeunes de Guadeloupe en particulier, on veut se faire entendre parce qu'on n'a pas de place en France. En fait, quand on part après les études, on n'a pas les mêmes chances qu'en France de réussir. Donc nous aussi, on veut avoir des capacités et les mêmes chances qu'en France de réussir dans notre vie et avoir accès à des études totalement potables. Alors voilà, la question de la sécurité se pose, puisque vous savez qu'il y a eu encore ce week-end mort tué par balle. Régulièrement ça arrive, il y a des armes qui circulent ici. La question de la sécurité se pose. Micro-trottoir, est-ce que vous vous sentez en sécurité en Guadeloupe? Réponse avec Maxime Morel et Olivier Félix. Je ne suis pas en sécurité tout le temps. Et dans la rue, il faut faire attention aux marches. Toujours être sur ses gardes et... dès qu'au loin on voit quelque chose, on change de trottoir. Et des fois c'est compliqué puisque les trottoirs,
Il y a des trous où il n'y en a pas complètement, où les voitures sont dessus, donc c'est compliqué, je me sens pas en sécurité, que ce soit dans la rue ou même sur la route. Je ne sors presque plus, comme ça évite tous les soucis. Et bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal, parce qu'on n'est pas quand même amené à rester tout le temps chez soi, il faut quand même sortir. Quand on travaille, quand même il faut avoir des loisirs, mais moi, pour l'instant, je préfère rester à la maison. Je n'ose pas sortir la nuit d'ailleurs, puisque il y a pas longtemps, cette semaine-là, quelqu'un s'est fait braquer à Besson. S'il n'avait pas laissé la voiture, il laissait sa vie. Et la voiture, on l'a retrouvée à Moule. On ne peut pas se sentir en sécurité avec tout ce qui se passe là. On dit que c'est les jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes. Hein. Il y a même des grandes personnes qui font des bêtises. Vous savez, hein, la sécurité aujourd'hui, bon, c'est sûr, elle n'est plus ce qu'elle est. Hein. De toute façon, que ce soit chez soi, dont on a déjà fait la triste expérience d'être cambriolé. Donc, effectivement, il n'y a plus de sécurité. Oui, je me sens en sécurité. Vous savez, il y a de l'insécurité un peu partout. Hein. Ce n'est pas qu'ici que ça existe. Hein. Donc, pour moi... on n'est pas pire que les autres, je dirais. Ça dépend où, ça dépend l'heure. Et je pense qu'il faut faire attention et il ne faut pas aller à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Partout où on peut aller, je pense que c'est la sécurité partout. Hein. Dans le monde, c'est partout pareil. Donc quand on soit en Guadeloupe pour autre, pour moi, c'est pareil. Et voilà, on fait un rapide tour à la Foire de Paris où Pierre-Édouard Décimus présentait son ouvrage sur Cassave. Pour autres, on regarde et on va se quitter là-dessus. L'idée est venue d'écrire cet ouvrage parce que je me suis dit que j'avais le devoir de laisser quelques traces pour nos nombreux jeunes qui embrassent les études d'ethnomusicologie, d'anthropologie musicale et de musique tout simplement. Donc il fallait laisser une trace des informations que j'ai personnellement. Donc, il fallait que je laisse ce témoignage. Je préfère dire que c'est un témoignage de ce que j'ai vécu avec la musique entre 1966 et 1990. Mais ça remonte, alors tu parles de toi, mais ça remonte à des années, et parler aussi de l'évolution de ton travail, en quelque sorte, pendant des années aussi. C'est vrai, ça parle... En fait, c'est la genèse de ce qui est devenu à un moment donné le groupe Cassave grâce au public, puisque c'est le public qui a fait si c'est devenu groupe Cassave. Parce qu'au début, je faisais des expériences avec Georges, Jacob, Nimo. Nous étions des passionnés, donc on faisait beaucoup d'expériences, on créait. Après, c'est devenu sérieux quand, à partir de 1984, avec Jocelyne et tous les autres, c'est devenu une machine. Mais justement, de ces moments avant la création de Cassave, vous en parlez, des moments tout de même parfois intimes et des moments importants sur le plan professionnel de la musique. Pas intime, mais il n'y a pas d'intrusion dans ma vie intime, c'était pas important. Mais cette complicité que vous aviez entre vous à l'époque, avant la création, c'est très important. Vous avez vécu des choses quand même. Mais je démontre que c'est une action collective, c'est une histoire collective entre des musiciens, le public, qui a donné ça. Donc c'est vraiment la genèse, mais je me suis appuyé sur le contexte socioculturel qui a permis que ça devienne le groupe Cassave. Sur ce contexte, c'était quoi précisément? C'était chaud, puisque en 1966, je dois avoir 19 ans, et tout de suite après, nous avons eu notre mai 67, Paris a eu son mai 68, donc la Guadeloupe était en pleine mutation. Donc je voyageais beaucoup avec les Vikings, j'ai beaucoup voyagé dans les îles, j'ai appris beaucoup de choses du public, de mes parents, de mes grands-parents et de la nature. Donc j'ai témoigné, c'est un témoignage. Voilà, Pierre-Édouard Décimus qu'on recevra bientôt avec son ouvrage, qui paraît-il qui est en rupture, mais enfin,
la maison Jason va se organiser pour que ce livre soit disponible autrement que sur les réseaux. Voilà, on a terminé aujourd'hui avec un petit peu de retard, puisque les 14h13, non, on est encore dans le timing. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Mouna Hydreville et Isabelle Faye. On a parlé effectivement de la situation des suspendus, puisque le gouvernement va abroger sa fameuse loi du 5 août 2021. Nous y reviendrons bien évidemment avec des syndicalistes aussi. On a aussi Karine Laurent. Karine Laurent, c'est la chef de service de lecture publique de la ville des Abîmes. Elle invite samedi 6 à nous rencontre des auteurs chez Félix Moto aux Abîmes. On a reçu ensuite, on a fait ce débat avec Barbara, femme VS Norme l'amour, la guerre, avec plein d'invités. Et on a fait un point assez intéressant sur ce débat. Le débat, probablement, il y aura une suite, on y reviendra. Puis on a terminé avec la chronique, c'est à vous mettre, avec Nathalie Jacobi-Coali, avec elle on a parlé d'un sujet particulier. Je ne sais pas si vous connaissez comme moi, mais je ne connaissais pas du tout ce sujet. La reconnaissance préalable de la culpabilité. Ça s'appelle le CRPC, reconnaissance préalable de la culpabilité. Et puis on a fait un petit tour dans l'actualité. Nous sommes allés voir du côté des enseignants qui refusent au lycée la question des suppressions de postes. Suppression de postes égale enfants en difficulté. Il n'y a pas qu'à prendre. Et ils l'ont dit. Et puis nous sommes aussi allés dans la rue pour la question de la sécurité, savoir comment les Guadeloupéens vivaient toutes ces violences régulières chaque week-end. On sent bien que les gens sont un petit peu résignés, mais enfin, il va falloir trouver une solution. Et puis, on a terminé avec un tour à la Foire de Paris qui se termine à fin de semaine, le 10 exactement, où Pierre-Édouard Décimus signait son ouvrage « Pour autres, Love en cadence », ouvrage qui est sorti aux éditions Jason. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à partir de 12h30. La réalisation était assurée par Yann et aussi Mélanie qui était avec lui. Ils étaient tous les deux et ça allait demain. Un dernier mot, je vous dis que je viens de recevoir un ouvrage, Le Chant des fromages de Sébastien Matour-Passade. On aura l'occasion de le recevoir et d'en parler. Ciao, bye bye, à demain.